l'ophtalmologue et de l'allergologue quand il ne s'agit pas de la même personne dans la prise en charge de l'asthme sévère. Et on va donc commencer tout de suite avec Michel Miguérès, qui va donc parler avant tout, là tout de suite, du versant allergologique. Alors, nous sommes sur un atelier, donc l'objectif, c'est de parler, discuter. N'hésitez pas à lever les mains. Moi, je me déplacerai avec le micro, effectivement, pour que vous puissiez vous intervenir et vous exprimer sur ces sujets qui font parfois débat dans la pratique quotidienne. Il y a aussi la possibilité de temps en temps que même moi j'interrompre les choses, puisqu'il y a la possibilité pour les gens en distanciel de poser des questions en live. Donc potentiellement, effectivement, il peut y avoir quelques interruptions de ma part. Allons-y, Michel, c'est à toi. Je te passe la main sur la partie. Merci Mathieu, merci, bonjour à tous. Je suis donc ravi de participer à cet atelier dédié à l'asthme sévère sous un angle un peu particulier, c'est-à-dire l'importance de la prise en charge allergologique, une prise en charge qu'il est notable, qu'il est important de ne pas méconnaître. Donc je me présente, moi je suis pneumologue libéral à Toulouse et je vous soumets les traditionnels conflits ou liens d'intérêt. Et alors, avant de parler de la prise en charge allergologique, il me paraît utile ou opportun de resituer ce qu'est l'asthme sévère pour être bien sûr de savoir de quoi on parle. Alors, l'asthme sévère, c'est une maladie chronique qui expose à un certain nombre de symptômes qui sont invalidants, limitation de l'effort, limitation des activités physiques, perturbation du sommeil, accès de dyspnée, tout. Et une affection qui est émaillée d'épisodes importants qu'on appelle les exacerbations, lesquels sont des épisodes aigus au cours de la maladie qui peuvent conduire à l'hospitalisation quand elles sont sévères, voire dans les cas plus graves, hélas encore au décès. Et ces exacerbations nécessitent le recours à un traitement cortisonique par voie générale qui expose à des effets secondaires importants, dont un des buts de la prise en charge est d'éviter ce recours à la prise au traitement cortisonique. Alors l'asthme sévère est à l'origine de coûts de santé importants et on a coutume de dire que les 2/3 des coûts de santé imputables à l'asthme sont portés par l'asthme sévère, qui pourtant est bien loin d'être majoritaire, puisqu'il représente à peu près entre 4 et 5% de l'ensemble des asthmatiques. Donc les coûts de santé importants, ils sont portés par bien sûr les médicaments, la visite chez le médecin, les hospitalisations, mais aussi la gestion des effets secondaires des corticoïdes inhalés, ce qui peut être considéré comme un paradoxe, parce que pendant longtemps, la corticothérapie orale était considérée comme la pierre angulaire du traitement de l'asthme sévère. Or, c'est maintenant le traitement qu'on s'efforce d'éviter, pour la raison qu'il est pourvoyeur d'effets secondaires importants, et c'est la justification de la mise en œuvre du développement des fameuses biothérapies dont on va parler. Alors, ces corticoïdes oraux qu'on utilise, il y a les corticoïdes au long cours qui sont de moins en moins requis. On a de moins en moins de patients qui sont sous corticoïdes oraux au long cours, mais par contre, ce qu'il ne faut pas méconnaître, c'est les cures répétées de corticothérapie orale qui peuvent avoir les mêmes effets systémiques. Alors, un mot de définition, l'asthme sévère, c'est un asthme donc qu'on peut définir comme un asthme qui nécessite, pour être contrôlé, ou pour a fortiori ne pas l'être, des corticoïdes inhalés à forte dose, associés à un traitement épargneur de la corticothérapie inhalée, au premier rang desquels les bêta-2 mimétiques de longue durée d'action. Et donc, on comprend dès lors que c'est la charge thérapeutique qui définit la sévérité. C'est donc la nécessité d'une corticothérapie inhalée à forte dose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une corticothérapie inhalée à forte dose? C'est un équivalent de 1000 microgrammes de fluticasone ou de 2000 microgrammes de beclométasone ou de 1600 microgrammes de budesonide. Donc, c'est la charge thérapeutique qui définit la sévérité. Et si vous baissez la charge, le contrôle s'en ressent. Et donc, ce qui veut dire que le curseur, il est apporté par le contrôle, qui est une notion importante au cours du suivi de l'asthme. Le contrôle peut s'évaluer sur la base de 2 éléments, que sont donc les symptômes et les exacerbations. Et c'est important de renseigner ces 2 items, parce que vous pouvez avoir des patients qui sont très symptomatiques et peu exacerbateurs. Et l'inverse est vrai également. Vous pouvez avoir des patients qui sont peu symptomatiques au quotidien, mais qui sont sujets à des exacerbations fréquentes.
Donc il faut renseigner les 2 items, le contrôle au plan des symptômes sur la base de questionnaires. Alors vous avez l'ACT, la Sécu, le questionnaire du GINA, en rappelant que sur la Sécu, il faut être le plus bas possible. Donc, et sur la CT, il faut être le plus haut possible, idéalement vers 25. Et le GINA avec 4 questions simplement. Donc, les 3 questionnaires sont bons. Chacun doit s'approprier le sien. Et puis, les exacerbations, eh bien, elles sont considérées comme fréquentes quand elles dépassent 2 épisodes par an, nécessitant le recours à une corticothérapie orale, ou sévères, une seule, qui nécessite une une hospitalisation. Alors, un mot de la fréquence de l'asthme sévère. On a longtemps pensé qu'elle était de l'ordre de 5 à 10%, mais en fait, sur la base de cette étude néerlandaise que je ne vais pas développer, mais qui fait référence, on va dire, basée sur des données de prescription médicamenteuse, on se rend compte que, au final, il y a, si j'arrive à... Voilà, il y a à peu près 3,6% d'asthmatiques sévères, une fois qu'on s'est affranchi des causes modifiables, les causes modifiables de mauvais contrôle que sont l'observance, la technique d'inhalation, le tabagisme et les comorbidités. Ce qui nous amène à la notion d'asthme difficile et d'asthme sévère. Eh bien, dans l'asthme difficile, il faut savoir qu'il y a des facteurs modifiables de mauvais contrôle que sont donc la technique d'inhalation, l'observance thérapeutique, le tabagisme et les comorbidités. Ceci a été recommandé par la SPLF en 2021. Ce sont des choses traditionnelles, mais sur lesquelles il me semble-t-il toujours intéressant de faire un petit rappel. Donc les causes extrinsèques de mauvais contrôle, le défaut d'observance, tout d'abord. Le défaut d'observance, il n'est pas l'apanage exclusif de la prise en charge de l'asthme, puisque toutes les maladies chroniques, d'une manière générale, se heurtent à ce problème d'observance. Et on considère qu'à peu près 50% des adultes sont mauvais observants, avec un pic de mauvaise observance qui est celui de l'adolescence, qui est pour des raisons psychologiques diverses, qui font que il y a un warning sur l'adolescent pour lequel l'observance serait d'environ 30%. Une spécificité de l'asthme, en plus de l'observance, on peut être observant mais mal faire son traitement. C'est le fameux problème de la mauvaise technique d'inhalation qui justifie nos efforts pédagogiques auprès de nos patients, qui justifie également les efforts qui sont faits par les firmes, les sociétés pharmaceutiques et puis également les sociétés savantes qui proposent des didacticiels intéressants pour essayer de pallier cette difficulté. Et puis les comorbidités, on peut les envisager sous cet angle, comorbidités respiratoires ou extra-respiratoires. Alors, parmi les comorbidités respiratoires, la polypose, vous savez que c'est même plus qu'une comorbidité, c'est un marqueur, c'est un élément du phénotypage de l'asthme, tellement elle est associée au phénotype T2 sur lequel on va revenir. Puis vous avez d'autres comorbidités qui sont la dysfonction ventilatoire qui peut être également un diagnostic différentiel. Ce fameux syndrome d'hyperventilation qui a été remis au goût du jour avec l'épidémie de SARS-CoV-2 où on a vu beaucoup de patients qui se consultaient pour dyspnée qui étaient en fait des patients qui hyperventilaient. Vous avez la dysfonction des cordes vocales, le syndrome d'apnée du sommeil pour lequel il est d'usage le GINA en tout cas nous invite à rechercher un syndrome d'apnée du sommeil dans l'asthme sévère, mal contrôlé. On pourra en discuter. Je ne pense pas que c'est la prise en charge d'un syndrome d'apnée du sommeil soit de nature à modifier de façon radicale le contrôle d'un asthmatique. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose à ne pas méconnaître. Et puis il y a les formes étiologiques un peu particulières comme la BPA. Puis les comorbidités extra-respiratoires qui amènent à considérer l'obésité, qui peut être soit un facteur aggravant de l'asthme sévère, soit un diagnostic différentiel, parce que l'obèse peut être asthmatique, mais il peut être simplement essoufflé du fait de son obésité. Le RGO, dont on sait qu'il a été longtemps surestimé, et la règle désormais, c'est de ne traiter qu'un RGO symptomatique, alors qu'il y a une vingtaine d'années, la recommandation était dans l'asthme sévère mal contrôlé, était de donner un traitement anti-reflux d'épreuve en l'absence même de signes digestifs. Donc ceci a été battu en brèche sur la base de 2 essais randomisés de grande ampleur qui ont montré que le RGO ne devait être traité que s'il s'accompagnait de manifestations digestives évocatrices.
Alors, est-il pertinent de se préoccuper du caractère allergique de l'asthme sévère? On est fondé à se poser la question parce que dans tous les cas, la corticothérapie inhalée va être la pierre angulaire du traitement, que votre patient soit allergique ou qu'il ne le soit pas. En effet, sur le plan même, si on va un petit peu plus loin en matière, si on s'intéresse à la physiopathologie, l'éosinophilie bronchique, qui est typiquement associée à l'inflammation allergique, est également présente dans un bon nombre d'asthmes non allergiques qui répondent à la définition des asthmes avec un marquage T2. Donc l'éosinophilie bronchique n'est pas l'apanage exclusif de l'asthme allergique. Pour essayer de vous convaincre du fait que les patients allergiques peuvent être des asthmatiques sévères, je vous soumets un cas clinique qui est celui d'un jeune patient dont j'ai eu à m'occuper, de 16 ans, qui a un asthme allergique sévère qui évolue depuis la petite enfance, qui a fait l'objet de plusieurs hospitalisations urgentes alors qu'il vivait dans les territoires d'outre-mer, en Guadeloupe, à La Réunion. Donc plusieurs exacerbations hospitalisées, un traitement lourd, donc une charge thérapeutique importante qui définissait bien un asthme sévère, lequel était évolué dans une ambiance allergique avec une rhinite persistante associée qui justifiait un traitement anti-allergique. Son inventaire, son bilan allergologique faisait apparaître une sensibilisation aux acariens. Vous voyez qu'il y a une sensibilisation aux acariens pyroglyphites, c'est-à-dire les acariens domestiques, mais également aux acariens tropicaux, Blomia tropicalis, qui est une spécificité des territoires d'outre-mer. Et sur le plan biologique, on avait une forte sensibilisation aux acariens pyroglyphides, mais également aux acariens à Blomia tropicalis avec des IgE spécifiques supérieurs à 100. Ça, c'est une EFR qui avait été faite dans l'intercrise, c'est-à-dire que on était à distance d'une exacerbation et donc, cette EFR faisait apparaître un trouble ventilateur obstructif fixé, en partie fixé, avec un VEMS à 69% de la valeur prédite et un index de Tifenot à 65% et une réversibilité significative sous bronchodilatateur, puisque le VEMS passait de 1,65 à 1,90. Et moi, j'ai eu à m'occuper de ce patient alors qu'il ne vivait plus dans les territoires d'outre-mer, mais en métropole. Et 2 ans après son retour, c'était un enfant qui n'avait plus d'asthme, un grand adolescent qui n'avait plus d'asthme, asymptomatique sans aucun traitement, y compris même de bronchodilatateur de courte durée d'action, une EFR excellente, vous voyez, avec un VEMS pour le coup supérieur aux normes, et même le biomarqueur de l'inflammation éosinophile, le NO exhalé, était en zone normale. Donc c'est quand même, vous savez qu'on parle de rémission dans l'asthme, là pour le coup c'était bel et bien le cas, et une rémission spontanée ou sous l'influence d'un changement de conditions environnementales, c'est-à-dire qu'on était fondé à faire le constat que cet adolescent, il était plus soumis à l'allergène le plus pertinent qui le concernait, c'est-à-dire l'acarien tropical, Blomia tropicalis, auquel il était exposé en outre-mer, mais plus exposé en métropole. Et ce qui nous amène à dire un petit mot de Blomia tropicalis, qui est un acarien donc qui est pertinent. On considère sur la base de cette étude de Nelson, je vais arrêter de me servir de la flèche parce que ça me... donc vous voyez qu'en fait, sur la ligne du deuxième paragraphe, il apparaît que la sensibilisation à Blomia tropicalis est toujours associée à l'asthme. Si vous êtes sensibilisé à Blomia tropicalis, vous êtes asthmatique, et c'est un allergène qui est lié à la sévérité de l'asthme, puisque sa sensibilisation s'accompagne à une augmentation de la fréquentation des services d'urgence. Voilà, donc un cas certes anecdotique, mais qui démontre le fait qu'on peut avoir un asthme à déterminisme exclusivement allergique et qui est très sévère. Alors, chez l'adulte, on sait que 80% des asthmes sont d'origine allergique et que la prévalence de cette allergie est très élevée, y compris dans l'asthme sévère. Et pourtant, et ça c'est un élément paradoxal, et c'est une des ambitions de cet atelier d'essayer de modifier la chose, c'est que l'enquête allergologique, bien qu'elle soit recommandée chez tout asthmatique de plus de 3 ans, eh bien elle est loin d'être systématique et elle apparaît manquante une fois sur 2, ou pratiquement plus d'une fois sur 2, selon cette publication de Bus qui date de 2005.
Alors, y a-t-il une enquête allergologique spécifique de l'asthme sévère? Non, il n'y en a pas. Tous les asthmes, quels qu'ils soient, relèvent d'une investigation allergologique qui comprend, ça c'est une proposition de batterie standard, avec à gauche les allergènes perannuels, à droite les pollens. Alors les allergènes perannuels, au premier rang desquels bien sûr les acariens, parce qu'on va y revenir, ce sont les acariens qui sont les allergènes les plus pourvoyeurs d'asthme, et une sensibilisation qui est également liée à la sévérité. Les animaux domestiques, la moisissure alternaria qui peut se comporter soit comme un allergène saisonnier, soit comme un allergène perannuel. Et puis les pollens, avec cet inventaire, on va dire classique, qui comprend les graminées, 3 arbres, le frêne, le bouleau, le cyprès, et puis 2 composés, le plantain, l'armoise, des inventaires qui peuvent être élargis au coup par coup en fonction de la région où on se trouve. L'ambroisie dans la vallée du Rhône ou de la Saône, et donc la pariétaire dans le sud-est du territoire, et puis selon le contexte, aspergillus ou le cheval. Hélas, on ne dispose pas d'autres allergènes de fanères animaux. On a le chat, le chien et le cheval. Les autres peuvent être explorés par des dosages d'IgE spécifiques. Alors ça, c'est une publication parmi de nombreuses qui illustre le fait que les acariens sont les allergènes les plus fortement liés à l'asthme. C'est une enquête québécoise qui a été drivée par Boulet et qui montre que, je refais une tentative, que si l'on considère les patients qui sont sensibilisés uniquement aux allergènes extérieurs, c'est-à-dire les pollens, eh bien l'asthme s'observe, isolé ou associé à une rhinite, dans 26% des cas. Donc quand vous êtes sensibilisé au pollen, vous avez en gros un quart de chance d'être asthmatique. Mais si vous êtes sensibilisé aux allergènes intérieurs, c'est-à-dire les acariens, eh bien votre risque d'avoir de l'asthme est le double, d'environ 51% des cas, isolé ou associé à une rhinite. Pour quelles raisons? Bien, les raisons elles sont multiples et c'est lié au fait que les acariens sont des allergènes qui ne se comportent pas comme les autres, donc ils sont pourvoyeurs d'une réaction allergique classique, IgE médiée, avec un pontage de 2 IgE par un allergène, avec une réaction immédiate et retardée, mais les acariens sont également des acteurs d'un effet adjuvant de la réponse immunitaire, par le fait que leurs allergènes du groupe 1 et du groupe 2 ont, pour des raisons diverses, une action d'amplification de la réaction allergique. Et puis les acariens sont susceptibles d'agir directement sur le muscle lisse bronchique et ils ont aussi une action cytotoxique. Alors l'effet adjuvant de la réponse immunitaire, je vais en dire un petit mot parce que c'est un schéma qu'on va revoir un petit peu plus loin avec les biothérapies. Et ça, c'est en vert, en haut, c'est l'épithélium bronchique. Et les allergènes des acariens, du type 1 et du type 2, ont cet effet d'amplification. Les allergènes du type 1 sont des protéases qui sont capables de digérer les jonctions serrées, les occludines, les jonctions serrées de l'épithélium, et de faciliter l'accès à la cellule dendritique, donc aux amplification de la réponse antigénique par les acariens. Et puis les allergènes du groupe 2 sont capables d'activer les cellules épithéliales, ce qui libère des alarmines, les fameuses alarmines TSLP, IL-25, IL-33, qui vont alarmer, qui vont stimuler les cellules lymphoïdinées de type 2, lesquelles vont libérer des cytokines pro-inflammatoires qui va venir amplifier la réponse allergique. Alors, ça c'est pour les acariens et je pense que c'est un point important à considérer. Les acariens sont donc les premiers allergènes pourvoyeurs d'asthme. Et puis les pollens, ils le sont moins, mais ils ont tendance à le devenir davantage pour des raisons en particulier climatiques et environnementales. Le réchauffement est à l'origine d'une production pollinique augmentée en durée et en intensité. Dans des conditions de forte humidité, comme on les connaît, les violents orages, etc., les pollens peuvent subir un choc osmotique et libérer des particules subpolliniques qui deviennent plus respirables et très agressives. Et puis la pollution elle-même amplifie la réponse allergique. Et puis, il y a 2 autres allergènes sur lesquels il faut dire un petit mot. C'est la blatte qui, dans des grandes cités du nord-est des États-Unis, dans les quartiers défavorisés, est un allergène très important. Vous voyez que dans ce travail de Rosenstreich,
la sensibilisation à la blatte est prédominante par rapport à la sensibilisation aux acariens. Et donc les enfants dans ces quartiers défavorisés des grandes cités du nord-est des États-Unis sont à la fois très exposés à la blatte et très sensibilisés à la blatte. Et ce sont des patients qui souffrent d'un asthme à la fois sévère et instable, qui sont volontiers hospitalisés, etc. Et puis Alternaria, c'est un allergène essentiellement atmosphérique et d'extérieur qui contamine les cultures maraîchères et céréalières. Et ces publications que je vous montre là sont des publications qui sont faites dans des zones de culture intensive du blé ou au moment du battage, dans des pays de culture intensive du blé comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Arizona, au moment du battage du blé, il y a des pics de sporulation d'Alternaria qui coïncident avec des admissions dans les services d'urgence. Donc Alternaria est également un allergène lié à la sévérité de l'asthme. Donc on va retenir les acariens, Alternaria et, dans certaines circonstances géographiques particulières, la blatte. Alors l'allergie alimentaire, est-ce que l'allergie alimentaire est pourvoyeuse d'asthme? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que l'allergie alimentaire, elle est associée à l'asthme dans un nombre non négligeable de cas, 10 à 15% des cas, et que l'asthme est un facteur de sévérité de l'allergie alimentaire. Mais pour autant, l'asthme est exceptionnellement d'origine alimentaire, et les observations qui sont faites d'asthme d'origine alimentaire sont plus du domaine de l'anecdotique. Elles avaient été colligées notamment par Monsieur Dutot dans son dictionnaire de l'allergie, où vous voyez des choses un petit peu anecdotiques comme la manipulation de poissons frais, des vapeurs de cuisson, des cas d'allergie par procuration avec l'arachide, ou encore le pancake syndrome qui consiste à ingérer des quantités massives d'acariens qui auraient contaminé une farine qui a été peu cuite dans un pancake ou dans une pâte à pizza par exemple. Alors les conséquences pratiques, on en vient au cœur du sujet, les conséquences pratiques de la mise en évidence d'une allergie au cours de l'asthme, eh bien, vont nous faire aborder un certain nombre de points qui sont les suivants: la prise en charge d'une rhinite, la mise en œuvre de mesures d'éviction, l'immunothérapie allergénique et puis les biothérapies. Alors la prise en compte de la rhinite. Quand un patient consulte pour allergie respiratoire, il faut avoir présent à l'idée le fait qu'il a toujours une rhinite. La rhinite allergique est constante au cours de l'allergie respiratoire. C'est un travail qu'on avait fait il y a une quinzaine d'années et qui explorait des patients qui consultaient pour allergie respiratoire et qui étaient soumis à une batterie, à un inventaire allergologique. Et ce qui apparaissait, c'est que les patients qui avaient une allergie respiratoire avaient pratiquement toujours une rhinite allergique, constamment une rhinite allergique qui pouvait être isolée dans 57% des cas ou associée à l'asthme dans 40% des cas, mais qu'à l'inverse, il n'y avait que 2% des asthmatiques qui n'avaient pas de rhinite. La conséquence, c'est quoi? C'est que si vous avez un asthme allergique, la rhinite est présente, et si la rhinite est présente, il faut la traiter. Il faut la traiter parce que le traitement approprié de la rhinite améliore le contrôle de l'asthme. Ça paraît un élément, on va dire, contingent, mais ça l'est pas complètement, vous voyez, puisque au prix d'une prise en charge quand même peu agressive, un corticoïde nasal ou la mise en œuvre d'un traitement antihistaminique, eh bien, on est susceptible d'améliorer le contrôle de l'asthme. Et si l'on en croit cette cohorte rétrospective de Crystal Peters, qui fait référence, vous voyez, c'est pratiquement 5000 adultes dont le traitement de la rhinite amène à une forte réduction du risque d'exacerbation qui est réduit d'un facteur 4. Vous voyez, donc c'est un petit moyen, mais dont il serait dommage de se passer. Et puis, donc, on a un asthme allergique requiert donc la prise en charge de la rhinite, soulève la question d'une éviction allergénique. C'est normal, vous avez un asthme allergique, on essaie de ne pas soumettre le patient en question à son allergène. Et donc l'éviction, eh bien, son efficacité, elle est démontrée. Et pour autant, les conseils sont manquants dans un nombre important de cas. Alors elle est montrée, vous voyez, 7 des 9 essais que j'ai colligés ici montrent que quand on met en œuvre des mesures d'éviction des acariens, eh bien, la réduction de la charge en acariens est bien présente. Alors donc, vous mettez en œuvre des mesures d'éviction, la charge allergénique diminue. Et est-ce que les symptômes sont améliorés? Eh bien, je suis convaincu que oui, on a un certain nombre d'éléments pour le croire. La question, c'est
quand on est dans un environnement allergénique très riche, on ne sait pas parfois par quel bout prendre le problème. Et donc, on peut avoir recours, et ça, je pense que c'est important d'avoir à l'esprit cet élément. On peut avoir recours aux conseillers médicaux en environnement intérieur, ce qui peuvent rendre des services précieux, qui peuvent donner des conseils, réévaluer la situation une fois que les conseils ont été déjà prodigués une première fois, puis suggérer l'utilisation d'épurateurs d'air, etc., de boules d'argile pour bloquer la libération de moisissures, etc. Donc, dans l'arsenal thérapeutique, il faut penser également, quand on a la chance d'en disposer, à faire intervenir le conseiller médical en environnement intérieur. Et puis une mesure simple, c'est l'attribution d'une housse anti-acarien. Et on a la surprise de voir dans ce travail, cette publication américaine dans la revue Bleue, en 2017, qui porte sur presque 300 enfants d'âge scolaire qui sont sensibilisés aux acariens et qui sont randomisés pour avoir ou ne pas avoir une housse anti-acarien. Eh bien, vous voyez qu'à 12 mois, avec ce simple fait d'avoir mis en œuvre, d'avoir attribué une housse anti-acarien, on a une réduction importante du nombre d'admissions. C'était des exacerbations qui conduisaient à l'hospitalisation. Donc, à mon avis, c'est un élément important à prendre en compte. C'est dommage de se priver d'une mesure aussi simple, et ça illustre bien le fait que le fait de contrôler l'environnement est de nature à améliorer le contrôle de l'asthme. Et puis, l'immunothérapie allergénique. Alors, vous allez me dire, et à raison, que l'immunothérapie allergénique n'est pas un arsenal thérapeutique de l'asthme sévère. Mais c'est quelque chose sur lequel on revient périodiquement. Il y a eu hier une session sur l'asthme sévère où la désensibilisation a été un petit peu approchée. Alors, on n'est pas dans l'asthme sévère à proprement parler, puisque on est plutôt dans les asthmes de type GINA 3 ou 4, mais 2 publications importantes ont montré que l'immunothérapie allergénique, parce que c'est comme ça qu'il faut la nommer désormais, l'immunothérapie allergénique qui concerne les acariens répond favorablement aux 2 indices suivants. Elle permet de réduire la posologie des corticoïdes inhalés, et deuxièmement, elle permet de réduire la fréquence des exacerbations sur la base de ces 2 publications de Mosbeck et de Virchow, 2014 et 2016, qui ont été reprises, vous voyez, par le GINA. Et ce sont ces 2 publications qui ont fait que la conclusion du GINA, c'est que chez de tels patients donc, qui sont sensibilisés aux acariens et qui ont des exacerbations malgré un traitement de niveau 3 ou 4, eh bien la désensibilisation aux acariens peut être considérée. Donc on peut avoir un asthme qui n'est pas un asthme sévère, mais qui l'a été ou qui va le devenir, etc. Donc on est à la lisière, à la frontière de l'asthme sévère. Et c'est quelque chose auquel il faudra penser un jour ou l'autre. Alors, prendre en pratique un asthme sévère en charge, ça passe par une étape qu'on appelle le phénotypage. Le phénotypage qui est la porte d'entrée à des traitements d'exception qu'on appelle les biothérapies. Alors, le côté gauche de la diapositive concerne l'approche clinique et le côté droit, l'approche paraclinique. Alors l'approche clinique, c'est de s'assurer déjà qu'on a bien affaire à un asthme sévère. En principe, un asthme sévère, c'est un asthme pour lequel on a mis en œuvre un traitement de palier 5, c'est-à-dire un traitement de haute intensité, et qui requiert un traitement additionnel parce que malgré cette charge thérapeutique importante, mais le contrôle n'est pas au rendez-vous. Le contrôle, lequel? Eh bien, celui qu'on a évalué au moyen d'un questionnaire, en se souvenant également qu'il faut non seulement remplir le questionnaire, mais également s'enquérir de la notion d'exacerbation, et puis s'être affranchi du problème d'une cause extrinsèque de mauvais contrôle. Partant de là, on passe sur le versant droit de la diapositive, qui consiste à considérer la fonction respiratoire, à faire une enquête allergologique qui doit être mise en perspective avec les symptômes allégués par le patient, parce qu'il faut s'assurer que la sensibilisation mise en lumière a une pertinence clinique. La prise en charge comprend également des éléments biologiques que sont le dosage des IgE total et la réalisation d'une formule numération sanguine qui a pour objet de
préciser le niveau d'éosinophilie qui est à la base des AMM, des biothérapies. Et puis, quand on en dispose, la mesure de la fraction exhalée du monoxyde d'azote, qui est un biomarqueur utile à la prise en charge de l'asthme. Tout ça à la recherche d'une signature T2, laquelle est retenue sur la base d'une éosinophilie sanguine désormais supérieure à 150. Il y a quelques années, le seuil était à 300, il était revu à la baisse. Fraction exhalée du monoxyde d'azote à 20. Une éosinophilie des crachats, qui est la méthode de référence, mais qui est peu utilisée parce qu'elle est compliquée à mettre en œuvre, supérieure à 2. Un asthme qui est drivé, qui est déclenché par l'exposition allergénique. Et on peut rajouter aussi, qui apparaît ou disparaît selon les définitions, la nécessité pour le contrôle de maintenir une dose de corticothérapie orale. Tous ces éléments conduisant à la signature T2 de votre asthme sévère. Et ce phénotype éosinophile au cours de l'asthme sévère, il est diversement apprécié. Au début, dans la cohorte Cobra, il apparaissait inférieur à 50%, mais le seuil n'était pas le même. Donc désormais, selon la cohorte ISAR, le registre international de l'asthme sévère, il serait de 80%, selon le GINA de 50%. Donc globalement, le phénotype éosinophile, on peut dire que selon la définition qu'on en prend, en tout cas, il excède 50%. Donc il est quand même majoritaire, y compris, et il est plus élevé dans l'asthme sévère, semble-t-il, que dans l'asthme tout venant. Ce qui a un élément important à considérer, c'est que ce phénotype éosinophile, ce phénotype n'est pas stable de façon formelle, il est susceptible, il y a une dynamique dans le temps et il peut se modifier. Et on considère sur la base de plusieurs publications, dont celle-là que j'ai colligée, que le profil éosinophilique, eh bien, il n'est persistant que dans 70% des cas. Alors l'évolution, elle se fait plutôt vers une perte de ce profil éosinophilique, comme si le vieillissement des bronches s'assortissait d'une diminution de cette signature T2. Alors ça, c'est un travail qui a été fait avec un phénotypage qui était basé sur la cytologie de l'expectoration. Et il y avait 4 profils qui étaient retenus, que vous voyez en haut à droite. Profil éosinophile et neutrophile, profil éosinophile, profil neutrophile et profil paucicellulaire. Et ce qu'on peut voir, sans trop rentrer dans les détails, c'est que les patients, ils étaient évalués à la baseline et puis à 1 an. Et ce qui apparaît, c'est que ici, ce sont des patients qui ont un phénotype neutrophile. Eh bien, à 1 an, ce phénotype neutrophile est plus prégnant et a gagné en ampleur. Donc, on a davantage de patients qui ont un profil neutrophile. Et à l'inverse, en bleu ici, c'est le profil éosinophile qui a tendance à diminuer avec le temps. Donc, le suivi montre que ces phénotypes sont variables. Alors, quand on a un asthme sévère et mal contrôlé, la question est de savoir quelles sont les perspectives thérapeutiques une fois qu'on a passé les étapes préalables dont je vous ai parlé. Alors l'asthme sévère, il peut être allergique et éosinophile, donc il a la double valence allergique et éosinophile. C'est un asthme qui est majoritaire au sein des asthmes allergiques sévères. Eh bien là, quand vous avez un asthme qui est à la fois allergique et éosinophile, eh bien vous avez le choix, quand la question se pose d'une biothérapie, la porte est ouverte à toutes les biothérapies, et donc on peut être embarrassé. Alors il y a des pistes. Il y avait au départ des recommandations de l'HAS qui sont, à ma connaissance, plus valides. Elles n'ont pas été réactualisées. C'est qu'on avait coutume de considérer que la priorité devait être donnée à la biothérapie la plus ancienne, en l'occurrence l'anticorps monoclonal anti-IgE. C'était ce qui était recommandé au début des biothérapies. Et ensuite, on peut avoir des éléments d'orientation. Si vous avez, par exemple, un asthme qui est fortement éosinophile, non allergique, le choix va être plutôt de donner un traitement anti-interleukine 5 ou anti-interleukine 5 récepteur. Si vous avez une comorbidité évocatrice comme une polypose nasociligienne sévère ou une dermatite atopique, on va plutôt s'orienter vers un anti-L4 récepteur. Mais sachez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même, il n'y a pas de directive formelle en matière d'asthme sévère, allergique et éosinophile quant au choix de la biothérapie qui peut faire appel aux différentes molécules qui sont listées ici, et avec un overlap qui est assez important. Alors
au-delà de l'éosinophilie, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être incitatifs vis-à-vis de telle ou telle biothérapie. On sait particulièrement, ça c'est un travail qui avait été fait avec l'anti-IL5 récepteur, qui montre que un des facteurs prédictifs d'efficacité, c'est l'existence de polypes nasaux. La polypose nasale, quand elle existe, montre que l'asthme va être un bon répondeur à la biothérapie. À l'inverse, l'âge de début de l'asthme, c'est un élément important à considérer, et un asthme qui débute à l'adolescence ou globalement avant 18 ans n'est pas un bon candidat à l'anti-IL5 récepteur. Donc ce sont des éléments qu'on pillote ça et là et qui nous permettent de faire notre choix, de prendre notre décision, sachant que les différentes biothérapies se sont mesurées au caractère allergique de l'asthme pour savoir si elles étaient efficaces en présence ou en l'absence d'une signature allergique. Et vous avez par exemple ce travail qui vient du registre ISAR, donc c'est le registre international de l'asthme sévère que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui compare les effets de l'anti-IL5 ou anti-IL5 récepteur versus les anti-IgE pour des patients qui seraient éligibles aux deux biothérapies. C'est-à-dire que les patients qui sont sous anti-IL5 ou anti-IL5 récepteur, ils avaient une signature pneumallergénique, donc ils auraient été éligibles à l'anti-IgE. Et à l'inverse, les patients qui ont été mis sous anti-IgE, ils avaient une éosinophilie sanguine qui les rendait éligibles à un anti-IL5 ou IL5 récepteur. Et donc la conclusion, c'est que les deux biologiques, tous les biologiques amènent à une réduction des exacerbations chez les patients qui sont éligibles aux deux. Donc ça amène, si on veut, à un certain élément de confusion, ou alors au fait que le choix, il est véritablement ouvert. La même observation peut se faire avec l'anti-L4 récepteur, le dupilumab, qui montre sur un travail qui a été fait sur une étude post-hoc de l'étude Quest qui collige 814 patients qui ont une rhinite allergique perannuelle. Et chez ces patients qui ont une rhinite allergique perannuelle, vous voyez que là, en fait, on a deux posologies du dupilumab et deux posologies du placebo. Et bien, dans les deux cas, avec les deux posologies, on a une réduction significative du nombre d'exacerbations chez ces patients qui ont une rhinite allergique et avec une augmentation de la réponse selon des sous-groupes où on peut avoir, par exemple, une éosinophilie supérieure à 300 ou une fraction exhalée du NO supérieure à 25. Donc, finalement, le GINA conclut que, sur la base d'une analyse post-hoc, l'évolution clinique était similaire chez les patients qui avaient ou non une rhinite allergique et pour lesquels on se posait la question d'un traitement par dupilumab. Donc un overlap également. Et la même observation peut se faire avec la dernière année des biothérapies, le tezepelumab, où l'on voit, là je vous amène en bas à droite de la diapositive, où la réduction du nombre d'exacerbations est à peu près équivalente que le patient ait ou non un statut allergique, non allergique ici, avec une réduction de 54%, allergique avec une réduction de 62%. Vous savez que le tezepelumab est la biothérapie qu'on peut considérer également pour les patients qui n'ont pas la signature T2, et que si l'on considère l'effet global du tezepelumab en termes de réduction des exacerbations, eh bien, par rapport au groupe placebo, on a, vous voyez, 2,10 exacerbations dans le groupe placebo versus 0,93 dans le groupe actif, mais que, en fait, l'efficacité du tezepelumab est d'autant plus élevée que la signature T2 est présente. Donc, vous voyez la réduction du taux d'exacerbation qui va varier selon l'éosinophilie sanguine, selon qu'elle est supérieure à 300, supérieure à 150 ou inférieure à 150. Alors là, donc, on en vient également à présent aux asthmatiques qui ont à la fois un asthme sévère, allergique, mais pour le coup non éosinophile. Mais là, le choix est plus restreint. Si vous avez un asthme qui est allergique et non éosinophile, c'est pas du tout la majorité des cas, mais ça existe. Il y a des patients qui ont un asthme authentiquement allergique sans signature éosinophile. Et bien là, le choix se porte entre soit l'anti-IgE, soit l'anti-TSLP. Alors,
on peut se poser la question de savoir quel est le contrôle de l'asthme sévère. Eh bien, le contrôle de l'asthme sévère, il n'est pas bon. Hein. C'est la raison, c'est ce qui justifie votre présence ici et la mienne, c'est que donc sur la base de ce registre ISAR dont je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises, 5000 patients adultes, eh bien 57% de patients qui ne sont pas contrôlés, 41% qui rapportent au moins une exacerbation dans l'année, 25% au moins 4 exacerbations dans l'année. Alors les biothérapies, elles représentent un progrès important, hein. On en est tous convaincus ici, mais cependant, tous les patients éligibles aux biothérapies, ils le sont de plus en plus, hein, avec le recul du taux d'éosinophiles et avec la possibilité maintenant de proposer une biothérapie aux patients qui n'ont pas de signature T2. Mais pour autant, donc tous les patients n'y ont pas accès pour des questions de déserts médicaux, pour des questions de défiance par rapport aux médicaments nouveaux. Et puis le contrôle conféré par les biothérapies est loin d'être optimal. Il y a des phénomènes d'échappement aux biothérapies qui peuvent amener à un certain nombre de conjectures, parmi lesquelles le fait que les biotypes, les phénotypes se modifient au cours de la vie, comme j'ai essayé de vous le montrer tout à l'heure. Alors, quel est le contrôle de l'asthme sévère sous biothérapie ? Eh bien, on peut se baser sur cette étude qui porte sur 3262 patients qui ont été soumis à une biothérapie. Alors, il n'y a pas les plus récentes, hein, compte tenu de la date de la publication, mais il y a les anti-IgE, anti-IL5, anti-IL5 récepteurs. Et vous voyez que, alors il faut savoir que c'était des patients qui étaient tous mal contrôlés. Mais à l'arrivée, eh bien, vous n'en avez que 35% qui ont un bon contrôle, ce qui est bien, hein, ce qui est pas mal en soi. Mais il ne faut pas s'imaginer que sous biothérapie, on a 100% de patients qui sont bien contrôlés. On en a finalement, il y en a 29% qui restent mal contrôlés et 28,4% qui ont un contrôle intermédiaire. Donc, on a, selon la façon dont on le conçoit, on a quand même 2 tiers des patients qui ont un contrôle suboptimal, en tout cas. Alors, avant de donner la question à Mathieu, question sous forme de quiz auquel vous allez être invité à vous prononcer si vous êtes d'accord. Donc, l'asthme allergique peut être sévère. Oui, très bien. Les acariens sont les allergènes les plus asthmogènes. Bon. L'expectoration induite, la mesure de la FeNO, l'éosinophilie sanguine sont utiles pour phénotyper l'asthme. Oui, alors l'expectoration induite, c'est la méthode de référence. Elle est très fiable, très reproductible, mais elle est chronophage. Elle n'est pas utilisable en pratique courante. La mesure du FeNO, elle est très très commode parce qu'elle est facile à utiliser. Elle est en quelques minutes au cabinet. Elle est également reproductible. Le problème, c'est qu'elle n'est pas remboursée, que sa diffusion est encore limitée. Et l'éosinophilie sanguine, eh bien, elle est à la base des AMM, hein, des biothérapies dont on se sert. Et on peut considérer que ces 3 marqueurs sont quand même assez bien corrélés l'un avec l'autre. Il y avait un 4e biomarqueur qui a un peu disparu des champs d'investigation, qui est la périostine, dont on parlait, c'est une mesure sanguine, mais qui a été décevante, qui n'a pas été reproductible d'une étude à l'autre. Donc on garde ces 3 biomarqueurs. La mise en évidence d'une allergie a des conséquences pratiques pour la prise en charge de l'asthme sévère. Oui, donc moi je retiendrai les mesures d'éviction, la mise en œuvre, la prise en compte d'une rhinite allergique, le fait de considérer à un moment ou à un autre la possibilité d'une désensibilisation. Et puis, donc, le choix de la biothérapie qui est un peu conditionné quand même. Si vous avez un patient très jeune avec un poids allergique important, ça peut être une incitation à donner telle ou telle biothérapie. Et puis, en dernier lieu, la mise en évidence d'une allergie au cours de l'asthme sévère non contrôlée conditionne le choix de la biothérapie. Là, j'aurai une réponse intermédiaire que je vais demander à Mathieu de formuler, peut-être. Oui, alors on peut essayer effectivement de poser cette question à tout un chacun. Effectivement, l'arrivée de nouveaux éléments dans l'arsenal, notamment les anti-TSLP, on rebatte un petit peu cette question que tu poses, puisque effectivement, s'il n'est qu'allergique, tu te retrouves encore aujourd'hui avec un choix possible entre le TSLP et l'anti-IgE. Donc voilà, on est effectivement toujours dans le débat. Et effectivement, je pense que la vraie difficulté, c'est l'individualisation du traitement pour le patient, en sachant qu'effectivement, tu peux aussi être influencé par le nombre d'injections que tu vas devoir faire, par exemple.
Est-ce que aujourd'hui, vous avez des idées précises? Je suppose que vous traitez toutes des asthmes. Et l'autre question qui va se poser, c'est comment vous choisissez ces traitements? Alors, moi, je vais vous proposer ensuite une méthode de travail un petit peu. C'est un petit peu l'objectif de la présentation qu'on va faire après. Est-ce que une allergie va changer le choix de la biothérapie? Un tout petit peu, pas forcément énormément. Par contre, ça va changer toute la partie gestion des comorbidités, c'est-à-dire la décision de classifier votre patient en asthme GINA 4 ou GINA 5, grosso modo. C'est ça la vraie question. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Michel est sur le grill, il est prêt à répondre à toutes les questions. Il est chaud. Par contre, je vous rappelle, si vous avez des questions, il faut aller jusqu'au micro pour que les gens sur Internet, ils sont un certain nombre en ligne de manière non négligeable pour un samedi matin à 8h30, 9h. C'est plutôt encourageant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir jusqu'au pupitre. Vas-y, je t'en prie. Hein. C'est un atelier, on est là pour discuter, on est là pour parler. Alors, je voulais demander quelle est la place de la biothérapie chez les enfants. Est-ce qu'on utilise de la même manière? Alors, chez les enfants, c'est une question importante que vous soulevez. Il y a dans l'asthme allergique, c'est souvent le cas chez l'enfant, dans l'asthme est très majoritairement allergique pour le coup. Chez l'enfant, il me semble, mais je parle on est là pour discuter parce qu'il y a des overlaps possibles, c'est que le choix premier resterait, me semble-t-il, l'omalizumab, l'anti-IgE. Alors, il y a aussi les questions d'AMM des produits. Aujourd'hui, dans les AMM en pédiatrie, tu as donc effectivement l'omalizumab qui a une AMM de manière certaine. Je crois que le mepolizumab vient d'avoir une AMM depuis assez peu de temps. Mais du coup, effectivement, les armes thérapeutiques disponibles en pédiatrie, en pratique. Alors, c'est pas de la pratique courante, l'asthme sévère chez l'enfant par chance, la plupart du temps, on les classe pas dans ces gammes-là. Mais effectivement, aujourd'hui, les choix thérapeutiques sont relativement limités. Effectivement, il n'y a pas encore un accès, par exemple, aux anti-IL4 ou aux anti-TSLP chez les enfants. Donc, effectivement, le phénotypage chez l'enfant est un petit peu différent. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que recommandent les pédiatres, la société de pédiatrie, c'est effectivement d'aller assez vite chez les enfants hospitalisés à plusieurs reprises vers des thérapeutiques biothérapiques avec un phénotypage, en sachant qu'effectivement, comme le dit Michel, très souvent, le phénotype allergique est devant chez l'enfant. C'est autant chez l'adulte, on est de l'ordre d'une expression allergique entre 50 et 60%. Chez l'enfant, on est plutôt de l'ordre de 80 à 90%. Donc du coup, ces biothérapies, l'omalizumab ou le MEPO depuis peu trouvent des intérêts sous réserve qu'effectivement il y ait des éosinophiles chez l'enfant. Le Dupi, je sais plus, mais c'est à partir de 12 ans, non? C'est à partir de 12 ans, ouais. Voilà. Alors si vous avez un phénotype allergique et une dermatite atopique sévère, le choix peut se porter davantage, par exemple, sur le dupilumab. Il y a des questions d'AMM strictement. Effectivement, on peut pas faire aujourd'hui tout à fait ce qu'on veut chez l'enfant, même si potentiellement on se dit que vu quand même l'innocuité de ces traitements biothérapiques qu'on utilise, on a finalement assez peu d'effets secondaires et pour l'instant pas d'éléments inquiétants à long terme dans ces traitements biothérapiques. On se dit que potentiellement il n'y a pas de gros risques à les utiliser chez les enfants et c'est probablement moins nocif qu'ils soient hospitalisés ou qu'ils soient sous des fortes doses de corticoïdes répétées, qu'ils soient inhalés ou en péros. Une autre question? Super. Alors je suis désolé, le micro est réglé bas, tu es un peu grand, je suis désolé. Donc, c'est quand même. Prends-le à la main, je crois qu'il est HF, ouais, prends-le à la main. Donc, question d'immunothérapie, moi je suis allergologue. Et concernant. Alors, j'ai deux questions. Concernant d'abord le chat qui a longtemps été. Qui est très asthmogène, qui a des allergènes très asthmogènes aussi. Et dont la désensibilisation a été longtemps controversée. Moi, j'en faisais pas beaucoup pendant des années. On a l'impression que c'est une question qui revient un peu. Donc, est-ce que vous avez des notions sur l'efficacité réelle de cette immunothérapie au chat? Et deuxième question, est-ce que sur ces asthmes sévères ou qui pourraient l'être, sur lesquels on discute d'une désensibilisation, est-ce que le fait de mettre un anti-IgE pourrait améliorer, diminuer le risque de réaggravation de l'immunothérapie, la tolérance de l'immunothérapie sous omalizumab?
Merci. Alors, pour le chat... Et là, tu es bien embêté pour répondre, hein, Michel. On a fait une mise au point là, sur l'allergie au chat il y a pas très longtemps. C'était un congrès toulousain, c'était le congrès du sommeil, là où on s'est livré à une controverse sur la question de la désensibilisation au chat qui est ouverte en fait, et je pense qu'elle suscite l'intérêt des praticiens et également des compagnies pharmaceutiques, puisque les deux fabricants d'allergènes ont proposé depuis quelques années des allergènes standardisés pour le chat à 300 IR. Donc c'est que je pense que déjà il y a une croyance de la part des compagnies. Et puis deuxiemement, enfin moi en tant que praticien, c'est mon avis à moi, c'est une désensibilisation qu'il faut considérer. Moi j'en suis assez content. Après, on n'a pas beaucoup de, moi je la pratique la désensibilisation au chat. Et ensuite, on n'a pas beaucoup de données bibliographiques. Alvarez Costa, je pense que c'est la seule publication dont on dispose qui a déjà une quinzaine d'années. C'est difficile à faire. Et puis, mais enfin, on a des pistes pour penser que la désensibilisation au chat, elle est cliniquement relevante. En tout cas, c'est vous aussi. Toi aussi. Ah, après, il y a... et ensuite, c'était. La deuxième partie de la question, c'est les IgE. Est-ce que ça pourrait aller? Ah oui, alors il y a des éléments. L'élément le plus factuel que je connaisse, c'est pour améliorer la tolérance à la désensibilisation aux hyménoptères chez les patients, en particulier pour l'abeille. Les patients pour lesquels on n'arrive pas à passer la dose allergène, on peut avoir un effet adjuvant ou une amélioration de la tolérance avec l'omalizumab en renfort de la désensibilisation à l'abeille pour l'initier. Ensuite, je ne sais pas s'il y a déjà des éléments publiés, mais on a bien envie à certains patients qui vont bien sous biothérapie. On se pose la question de savoir si en relais, on va pas avoir recours à la désensibilisation aux acariens, là pour le coup, qu'on pourrait considérer comme une biothérapie à bas bruit mineur. Ouais. Pour la raison qu'elle répond quand même aux objectifs de la biothérapie. Elle réduit la posologie de la corticothérapie inhalée, elle réduit le nombre d'exacerbations. En tout cas, encore une fois, ça c'est ma pratique. Moi, j'ai quelques patients qui sont bien contrôlés sous biothérapie et pour lesquels j'ai introduit l'immunothérapie allergénique aux acariens en les superposant et avec l'idée d'aider à l'arrêt de la biothérapie. Et puis il y a certains patients qui sont à la limite de l'indication de la biothérapie et pour lesquels on va chercher l'effet adjuvant. Ça va être l'étape préalable. Mais je crois que la question se pose. Enfin, moi en tout cas, je la considère comme toi, de la même manière. Et une partie de la réponse aussi qui est sur l'utilisation des anti-IgE pour les inductions de tolérance sur l'allergie alimentaire chez l'enfant. Mais là, par contre, je n'ai pas lu de publication récente d'efficacité ou de trucs vraiment clairs et nets. Je sais que ça se fait dans des pratiques allergologiques en pédiatrie, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de publications. Allez, encore une question. Bonjour. Je voudrais savoir s'il y a une indication dans l'épithérapie dans les rhinites allergiques, tout court, non associées à l'asthme. Alors, il n'y a pas d'AMM. Il y a une AMM pour la polypose naso-sinusienne. Donc, il faut effectivement qu'il y ait une polypose suffisamment significative et gênante. Mais sur la rhinite seule, y compris sur la rhinosinusite chronique, il n'y a pas d'AMM des biothérapies. On peut a priori estimer que le rapport coût-bénéfice est pas favorable pour une rhinite seule, normalement contrôlable avec des corticostéroïdes locaux à très bas coût par rapport à une biothérapie au tarif bien plus élevé, bien évidemment. Ok, super. On va continuer un petit peu cette session. Donc on va switcher. Je vais te laisser le rôle d'animateur et puis je vais faire semblant d'être expert. Donc c'est toujours très très compliqué de faire cette double présentation, surtout que bien évidemment Michel vous a dit qu'il y avait des overlaps et des recouvrements dans les biothérapies, donc forcément vous allez avoir des overlaps et des recouvrements dans nos deux présentations, puisque de toute façon on parle d'asthme sévère et donc on parle effectivement de la même chose, de la même maladie et en tout cas des mêmes patients. Moi je vais vous en parler sur une version plus rôle pneumologique et plus sur un côté organisationnel et un peu moins scientifique. Tiens, je reviens sur le côté du chat dont vous parliez tout à l'heure. Ton jeune homme, tu l'as sauvé en enlevant Blumia tropicalis, en le faisant déménager. La difficulté, souvent, quand il y a du chat, c'est l'éviction du chat.
C'est un département supplémentaire. Miaou. Bien, donc on va essayer de travailler sur le rôle du pneumologue dans l'asthme sévère. Alors vous êtes tous convaincus qu'on a un rôle absolument important, les conflits d'intérêts. Je suis comme tous ceux qui parlent ici, la plupart du temps, des conflits majeurs que j'assume pleinement, ce qui me permet du coup d'être totalement libre de mes paroles. Déjà, il faut clarifier les bases. C'est un petit peu déjà ce que tu as dit. Donc, c'est le premier overlap. C'est qu'effectivement, l'asthme sévère, c'est une maladie rare. D'accord, c'est moins de 5% des asthmatiques. Hein, donc, clairement, c'est vraiment pas la majorité des patients que vous voyez en consultation. La véritable difficulté étant de ne pas les rater quand vous les voyez en consultation, parce que finalement, quand vous avez une activité de pneumologue et que vous allez voir un certain nombre de patients tout au long de la journée, vous pouvez rater les éventuels critères de sévérité ou les critères d'alerte qui vous font dire que, attention, ce patient asthmatique-là, il n'est pas tout à fait comme les autres. Et c'est donc une maladie chronique invalidante, hein, qui est liée à une état inflammatoire bronchique non contrôlé, responsable de symptômes. Et puis, la première confusion à pas faire, c'est l'asthme sévère et la crise d'asthme sévère. D'accord ? La crise d'asthme, c'est un événement aigu. L'asthme sévère, c'est quelqu'un qui n'est pas bien tout le temps. D'accord ? Ok. On peut effectivement terminer à l'hôpital pour une crise d'asthme et ne plus jamais avoir de symptômes. Ça arrive aussi, ça fait partie des phénotype potentiel de la pathologie, mais l'asthme sévère, par contre, on est vraiment sur autre chose. Donc, le rôle du pneumologue, déjà, c'est effectivement, vous vous en doutez, d'être sûr que c'est de l'asthme, donc déjà établir le diagnostic, donc ça va passer par l'histoire de la maladie, la présence de symptômes. Ça peut être effectivement très bien épaulé par des résultats de FR sur lesquels vous allez mettre en évidence une réversibilité au salbutamol ou par la réalisation d'un test de provocation à la métacholine. Et très souvent, effectivement, la présence d'un terrain atopique, qui soit personnel du patient, familial, va avoir tendance aussi à vous orienter dans la présence de symptômes respiratoires en disant oui, effectivement, il est allergique, il a des symptômes respiratoires intermittents, on est probablement effectivement sur un terrain asthmatique et vous faites les EFR derrière. Ensuite, il faut établir le côté sévère, comme l'expliquait Michel tout à l'heure, par l'histoire du mauvais contrôle, par le compte d'exacerbation et éventuellement par la persistance d'anomalies EFR intercritiques qui témoignent effectivement d'une pathologie inflammatoire de remodelage bronchique et donc d'éléments qui vous font penser que cet asthme est donc présent tout le temps, tout au long des journées du patient. Alors, le contrôle, élément important, c'est pas juste oui, il est contrôlé, il n'est pas contrôlé. C'est important d'utiliser les auto-questionnaires, que ce soit donc l'ACQ, l'ACT, etc. Il faut que ce soit quelque chose qui essaie de rentrer dans votre pratique, parce que finalement, vous allez vous apercevoir que ça vous fait gagner du temps. Une fois que vous avez commencé à évaluer vos patients avec ces auto-questionnaires et que vous les faites régulièrement, finalement, dans votre consultation, au lieu de marquer il a sifflé, il a fait ci, il a fait ça, il s'est passé ci, il a eu 3 ou 4 oppressions dans la poitrine, finalement, vous marquez tiens, il a un ACT à 22 aujourd'hui, je suis content. Et la fois suivante, il a un ACT à 18. Ah tiens, ça a baissé. Que s'est-il passé ? Il est revenu à 22, il est à 25. Et finalement, sur le plan même de la démarche intellectuelle, ça vous allège là aussi. Je dis pas qu'il faut pas poser les questions, attention. Mais techniquement, en fin de consultation, quand vous vous mettez à faire des choix, c'est quand même effectivement extrêmement pertinent et ça objective aussi votre décision thérapeutique. Alors, avant de parler d'asthme sévère, et c'est ce que disait Michel tout à l'heure, il y a ce qui s'appelle l'asthme difficile à traiter. D'accord ? Et l'important, c'est de repérer dans vos patients, dans vos consultations, ces asthmes difficiles à traiter, parce qu'un pourcentage non négligeable de ceux-là sont ceux qui sont les asthmatiques sévères. Ils ne le sont pas tous. D'accord ? Alors, la définition de la SPLF, donc 2021, c'est un asthme difficile à traiter, c'est un asthme qui est non contrôlé alors qu'il a des corticostéroïdes à dose moyenne ou forte associés à un deuxième traitement comme des LABA ou des antileucotriènes, ou bien qui prend des corticostéroïdes et qui nécessite ces traitements pour maintenir un bon contrôle des symptômes et limiter le risque. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à baisser les traitements que vous avez mis en place. D'accord ? L'asthme est considéré comme difficile à traiter, ça veut dire qu'il existe aussi des facteurs modifiables pour améliorer le contrôle. Donc, tabac, obésité, éducation, environnement, comorbidité, diagnostic, etc., etc. Je ne refais pas la liste de ce que vous avez exposé tout à l'heure, Michel, mais effectivement, l'asthme est difficile à traiter, c'est-à-dire qu'il se présente comme un asthmatique sévère au niveau de sa charge thérapeutique, mais il y a des choses que vous pouvez faire, sur lesquelles vous pouvez influer pour éviter
pour essayer ensuite de réduire sa charge thérapeutique et améliorer son contrôle. D'accord ? Donc c'est une étape de suivi, en fait, l'asthme difficile à traiter. Et ensuite, soit vous allez confirmer qu'il est asthmatique, soit, effectivement, en le prenant mieux en charge, en l'encadrant mieux, en l'éduquant, en gérant ses techniques d'inhalation, vous allez améliorer son contrôle, vous allez réduire sa charge thérapeutique, et à ce moment-là, on n'est plus sur un asthmatique sévère. Et à ce moment-là, effectivement, il faut à tout prix le désensibiliser s'il est allergique. Michel vous en a convaincu tout à l'heure. Il faut aussi, c'est le rôle du pneumologue, éliminer les diagnostics différentiels. On a parlé des syndromes d'hyperventilation, des dysfonctions des cordes vocales, un certain nombre de maladies auto-immunes et les granulomatoses. Il faut y penser, c'est pas fréquent, c'est pas plus fréquent que l'asthme sévère, mais c'est dommage de passer à côté. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des options thérapeutiques, donc quand vous faites la numération formule sanguine pour rechercher les éosinophiles, au moins une fois, faites des dosages dans le cas et un petit bilan d'auto-immunité. Quand vous êtes sur un patient difficile, ça mange pas de pain, ça coûte un tout petit peu d'argent, mais pas énorme, et c'est parfois informatif. Il y a la BPA, effectivement, auquel il faut penser quand vous avez des problèmes de contrôle. Certaines maladies hémodynamiques, il faut aussi vérifier le cœur. On ne parle pas toujours des jeunes comme le fameux Cyprien tout à l'heure, mais il y a parfois des asthmatiques qui ont 50, 60 ans et qui peuvent avoir des comorbidités cardiaques. Et puis, il faut être sûr de ne pas être face à une BPCO, une DDB, voire même un ACO. Vous savez, asthme et BPCO intriqué. Des fois, c'est pas toujours simple de trancher entre l'un et l'autre. Alors, il faut savoir que potentiellement, on va discuter un petit peu de la gestion d'un ACO ensuite dans la suite de ce programme, mais là aussi, faut pas hésiter. Donc, il y a toute une liste à prévoir et tout ça, c'est votre job de pneumologue de dire, bah oui, effectivement, je suis bien face à un asthme, et non, je suis pas face à une granulomatose éosinophilique. Oui, je suis sur un asthme que je n'arrive pas à contrôler avec une charge thérapeutique importante. Tout ça, c'est de la consultation, c'est du travail du quotidien, c'est caractériser votre patient et c'est colliger ses symptômes. Et puis, on va correspondre, le pneumologue, il va correspondre avec l'ORL. Chers collègues, est-ce que mon patient que j'ai beaucoup de mal à traiter, est-ce qu'il a des polypes dans le nez ? C'est important. Moi, quand je vois un patient en face de moi, j'ai pas la petite caméra pour aller regarder au fond de son ethmoïde pour savoir si effectivement, par hasard, il y a malgré tout quelques polypes qui vont effectivement, sans qu'il y ait forcément une anosmie complète ou des choses comme ça. Mais c'est informatif parce que si effectivement il les a, clairement, Michel vous l'a dit, on est sur un profil qui est T2. Donc, effectivement, derrière, on va réfléchir un petit peu différemment. C'est bien aussi d'avoir des gastro-entérologues pour correspondre, parce qu'on a parlé un petit peu du reflux, mais il y a des choses dont on entend de plus en plus parler dans les publications, notamment les œsophagites et les gastrites à éosinophiles, qui sont eux aussi des marqueurs de maladie T2. Donc, il faut savoir éventuellement poser la question aux collègues gastro-entérologues qui, si le patient, bien évidemment, l'accède, va peut-être faire une gastroscopie au passage, faire la biopsie de l'estomac et peut-être de l'œsophage et dire à son anatomopathologiste, regarde si par hasard il n'y a pas des éosinophiles plein partout dans ces muqueuses, parce que là aussi, toujours pareil, ça va être des éléments informatifs. Bien évidemment, il ne faut pas qu'il fume. Donc, si vous n'êtes pas tabacologue, référez, traitez, utilisez des substituts nicotiniques, encadrez l'utilisation du vapotage si besoin, en sachant que le vapotage chez l'asthmatique, c'est pas toujours très facile non plus. Michel vous a parlé des conseillers médicaux en environnement intérieur. Alors, c'est un métier en voie de développement, c'est extrêmement utile. Après, il y a des choses que vous pouvez faire si vous n'avez pas accès à des conseillers médicaux en environnement intérieur. Vous leur demandez d'installer des absorbeurs d'humidité et vous leur demandez en combien de temps ça se remplit. Ça permet déjà d'avoir une idée de l'hygrométrie globale dans laquelle l'enfant vit. Et puis, vous leur demandez de faire des photos de la maison, de la chambre, de derrière les murs. Si vous voyez qu'il y a du noir partout, vous savez qu'a priori, il y a des problématiques de moisissure. À défaut, effectivement, donc il faut savoir être Dr House un petit peu sur les bords quand on est pneumologue. Bien évidemment, la gestion des allergies, et Michel vous a convaincu de l'importance que ça a, surtout effectivement quand vous êtes sur ces asthmes difficiles à traiter, que vous ne savez pas encore si vous allez le classifier sévère, que vous allez effectivement envisager le traitement biothérapique. De la psychologie, ça fait pas de mal chez l'asthmatique. Et puis, il y a des choses dont on n'a pas du tout parlé dans la première partie, mais le réentraînement à l'effort, l'activité physique, sont des éléments qui aident au contrôle de la maladie et qui peuvent aussi vous aider en upgradant la prise en charge dans ce domaine-là à éviter effectivement le passage à la biothérapie. Alors, pourquoi je parle d'éviter le passage à la biothérapie ? Parce que quand ils sont sous biothérapie, c'est que ce sont les plus sévères, c'est que ce sont les plus difficiles et c'est que leur vie est vraiment pourrie. Donc, l'objectif, c'est de voir si vous pouvez pas faire autre chose et quels sont les moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour éviter ce phénomène-là, en sachant que éviter la biothérapie si possible, éviter les corticostéroïdes oraux surtout. D'accord ?
Et avant d'aller plus loin, est-ce que j'ai oublié quelque chose en tant que pneumologue? Avant même de réfléchir au fait qu'il soit asthmatique sévère, oui, j'ai oublié de m'assurer que le patient il prenait bien son traitement, et j'ai oublié de lui parler de ce que c'est que sa maladie, quels sont les symptômes, comment il peut les maîtriser, quel est son plan d'action, son plan de soins. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire dans une consultation de pneumologue qui va s'occuper d'un asthmatique un petit peu difficile. Et en fait, c'est pas dans une consultation, c'est dans plusieurs consultations répétées, parce que effectivement, poser un diagnostic d'asthme difficile et d'asthme sévère, c'est de la répétition de consultation, c'est du temps passé avec le patient. Vous pouvez pas régler ça en 20 ou 30 minutes. C'est effectivement un suivi que vous allez mettre en place, mais c'est un suivi qui est logique puisque c'est un patient qui a besoin de votre aide et de votre spécialité. D'accord ? Donc, effectivement, on est dans des éléments qui sont logiques et qui sont parfaitement compatibles avec une gestion ambulatoire, qu'elle soit en milieu libéral ou hospitalier, ça n'a aucune importance, mais effectivement, c'est le suivi régulier de ces patients qui effectivement fait la différence, et c'est effectivement le métier du pneumologue de faire ça. Je vous ai rien appris. Alors, que nous dit Gina, parce que bon, il faut bien suivre un petit peu des guidelines, on aime bien avoir des références, on aime bien avoir des algorithmes. Enfin, un jour, des intelligences artificielles les feront pour nous, mais en attendant, pour l'instant, ils sont écrits. Alors voilà ce que nous dit Gina. Gina, une fois que effectivement vous avez fait tout ce que vous pouviez, donc que vous êtes là, que vous avez tout vérifié, il vous dit effectivement de rechercher, c'est ce que nous expliquait Michel, l'idée du phénotype T2, est-ce qu'il y est ou est-ce qu'il n'y est pas. Alors moi, je vais souligner un truc dont on vous parle jamais dans le GINA à cette étape-là, c'est-à-dire que vous êtes sur un asthme qui est difficile et finalement vous l'avez qualifié sévère. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, vous avez éliminé les trucs diagnostiques, donc vous dites, bon maintenant je le phénotype pour le traiter. Il y a une chose qu'il faut faire aussi en même temps qu'on le phénotype, c'est arrêter les thérapeutiques que vous avez ajoutées et qui ne marchent pas. D'accord ? Vous vous retrouvez avec des gens qui ont des ordonnances de 15 pages, avec un tiers des médicaments que vous avez rajoutés en disant on ne sait jamais, ça va peut-être faire ci, ça va peut-être faire ça, on sait jamais. Et puis, comme les consultations, elles sont répétées, elles sont longues, et puis finalement, ça fait 6 mois qu'ils bouffent 2 antihistaminiques, plus un antilycotriène, plus un corticoïde nasal, plus un antihistaminique nasal, plus des sprays inhalés, plus... bon, allez... on dégrade, de toute façon ça n'a pas fonctionné, donc hop, on revient effectivement sur des choses plus raisonnables, plus standards. Je ne parle pas de la dose de corticostéroïdes inhalés que vous lui donnez, mais je vous parle effectivement de tous les thérapeutiques add-on que vous avez mis. Si elles n'ont pas fonctionné, elles n'ont pas fonctionné, d'accord ? Donc c'est pas la peine d'avoir une iatrogénicité supplémentaire, d'accord ? Donc c'est écrit dans le GINA, faites-le, d'accord ? Et les patients d'ailleurs vous en seront reconnaissants. Et puis donc, une fois que vous l'avez phénotypé, effectivement, il va falloir décider de la biothérapie. Alors, est-ce qu'on va mettre un anti-IgE, un anti-IL5 récepteur, un anti-IL5, anti-IL4, anti-TSLP? Michel vous l'a expliqué, effectivement, ça va beaucoup dépendre effectivement du phénotypage. Et phénotyper, c'est bien, mais vous l'avez vu, il y a des chevauchements dans les biothérapies. Et donc, finalement, c'est parfois pas mal de discuter. Et c'est pour ça que je vais vous défendre une modalité de pratique autour de la décision de l'asthme sévère qui s'appelle la réunion collégiale d'asthme. En sachant que la réunion collégiale d'asthme, c'est quand vous êtes arrivé sur ce diagnostic de maladie sévère, difficile à contrôler, et que vous, effectivement, vous en êtes à faire des choix de thérapeutiques onéreuses et qui vont en plus durer dans le temps, parce qu'une fois qu'on a démarré la biothérapie, très souvent, ça dure longtemps. Et après, il y a aussi éventuellement d'autres questions dans les RCA qui seront les switches, on en parlera un petit peu après. C'est effectivement discuter ensemble, ça peut être effectivement une bonne idée. Alors, pourquoi c'est une bonne idée ? C'est une bonne idée parce que à plusieurs cerveaux, on est souvent plus malin qu'à un seul, et puis ça permet d'échanger aussi sur les pratiques, sur les habitudes, sur les retours d'expérience de vos collègues qui ont déjà prescrit tel ou tel truc, et effectivement savoir si effectivement ça paraît pertinent pour le malade. Tiens, il ressemble beaucoup à celui que j'ai traité comme ça, tiens, faisons pareil. Et effectivement, c'est quand même relativement... Et puis, je rappellerai que dans les biothérapies, dans les thérapeutiques d'asthme sévère, il y a certes les biothérapies, il existait la thermoplastie. Alors la technique, la production de la technique par Boston Scientific s'est arrêtée au mois de septembre, donc il n'y aura plus de thermoplastie nulle part dans le monde, jusqu'à ce que peut-être quelqu'un rachète le brevet, mais enfin,
Pour l'instant, c'est une thérapeutique qui va être passée sous la trappe depuis peu de temps maintenant. Et puis, il y a aussi des essais thérapeutiques dans certains centres. Donc, il y a parfois, effectivement, quand vous avez un profil qui correspond à aucune des biothérapies, encore que ça devient de plus en plus difficile, ou si vous avez eu des échecs de plusieurs biothérapies, il ne faut pas non plus hésiter à référer ces patients vers des centres de recherche clinique dans l'asthme. Vous avez tous des correspondants, des professeurs avec qui vous avez l'habitude de discuter et qui ont des essais cliniques en cours avec des nouvelles thérapeutiques. C'est le genre de choses que vous pouvez valider effectivement en RCA. Ça sera d'autant plus apprécié effectivement derrière. Alors, c'est le pneumologue qui va s'occuper de la RCA. Une réunion collégiale sur l'asthme, qui d'autre que le pneumologue peut s'occuper de ça? La RCA, c'est quoi? Alors, c'est quoi? C'est une réunion collégiale d'asthme. C'est une réunion de 3 pneumologues au minimum. C'est pas non plus hyper compliqué à mettre en place, etc. Dans lesquels, effectivement, vous pouvez aussi faire intervenir des intervenants extérieurs, notamment des allergologues, des ORL, le fameux psychologue, de gastro, s'il est vraiment intéressé par la question, c'est rarement le cas. Le conseiller médical en environnement intérieur, c'est bien aussi si vous faites venir vos collègues ORL qui vous font les nasosinuscopies, parce que eux aussi, potentiellement, ils peuvent avoir des questions justement sur des patients avec des polyposes sévères et des indications potentielles thérapeutiques. Donc c'est bien aussi de pouvoir échanger, mais c'est parfois un petit peu plus difficile à mettre en place. Plus vous multipliez les intervenants, plus c'est compliqué. Mais 3 pneumologues qui se réunissent, et je vais vous expliquer que les modalités peuvent être extrêmement simples, ça paraît pas quelque chose d'absolument incommensurable, voire même si vous êtes un cabinet de groupe et que vous avez 3 pneumologues, vous pouvez faire votre RCA toutes les semaines, c'est pas compliqué. Entre midi et 2, on mange son sandwich, on dit tiens, j'ai tel problème, voilà, c'est pas compliqué. Et donc, le principe par contre, c'est de discuter selon une fiche type. Pourquoi c'est important de discuter selon une fiche type? Tout simplement pour rien oublier. Vous l'avez vu, le diagnostic d'asthme sévère, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à mettre en place, il y a beaucoup de choses à vérifier, il y a beaucoup de petits points, il y a beaucoup de... L'intérêt d'avoir fait la fiche type, c'est justement d'être sûr de n'avoir rien oublié et de discuter sur des dossiers effectivement qui sont standardisés. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pendant les RCA? Vous allez confirmer le diagnostic, c'est-à-dire classifier vraiment votre patient. Oui, c'est un GINA5, j'ai fait tout ce que je peux. Tout ce que j'ai dans ma besace, je n'y arrive pas. Donc, effectivement, c'est un GINA5. OK. Et vous allez phénotyper l'asthme. C'est ça que vous allez faire dans la RCA. Vous allez effectivement le classifier allergique, T2. Quelles sont ses comorbidités? Est-ce qu'il est non T2? Voilà. Et du coup, choisir le meilleur traitement. Et j'insiste sur ce côté, ce qui est souhaitable, ce qui est noté dans le rapport sur la gestion de l'asthme sévère de la Fédération française de pneumologie, c'est il faut que ce soit des échanges confraternels et bienveillants. On n'est pas là pour dire aux collègues que t'es vraiment bidon, t'as oublié de vérifier. Non, c'est pas ça. C'est si on vérifiait ça. D'accord, donc on est dans de la confraternité, on est entre collègues. Et donc, ça je ne vais pas forcément trop vous en parler, mais les RCA, elles peuvent être hospitalières, elles peuvent être universitaires, elles peuvent être libérales, elles peuvent être mixtes. En fait, le principe, c'est tout le monde, tous les pneumologues, tous les soignants qui s'occupent d'asthme sévère peuvent organiser une RCA, c'est pas très compliqué. 3 pneumologues. Et donc, vous pouvez décider de vous regrouper dans un bureau, voire même au resto, si ça vous fait plaisir de vous retrouver, etc. Le tout, c'est de consacrer un temps, effectivement, de travail. Et voilà, donc ça peut être de la convivialité. On a appris avec le Covid qu'effectivement, vous pouvez aussi utiliser la visio pour se retrouver, pour voir, pour discuter, effectivement, des dossiers. Et surtout, quand on est sur des dossiers d'asthme, il y a finalement assez peu de contraintes techniques. L'imagerie n'est pas un élément prédominant. Vous avez vu, on ne vous a pas parlé de scanner, d'éléments... je dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais... c'est rarement l'élément déterminant dans le diagnostic d'asthme et dans le fait de classifier un asthmatique en GINA5. C'est rarement le scanner qui a son importance, donc montrer les images est finalement assez peu pertinent. Donc finalement, une réunion Zoom, c'est quand même assez simple à réaliser. Enfin, Zoom, Teams ou la plateforme que vous choisirez. Il existe aussi même des plateformes collaboratives. Par exemple, vous avez MySpeciality, etc., qui sont agréées données de santé sur lesquelles vous pouvez déposer les dossiers. Donc, toutes les solutions de tout, c'est que effectivement, en localité, entre vous, à proximité, et je défends cette idée de proximité, vous puissiez effectivement discuter ensemble de ces dossiers un petit peu difficiles, un petit peu complexes, et effectivement pouvoir prendre derrière des bonnes décisions. Donc, la fiche type, vous pouvez utiliser celle du G2A, vous pouvez utiliser soit le registre en ligne de la Fédération française de pneumologie, ou bien il y a des registres, il y a des fiches papier de ce même registre qui vous permettent effectivement de
Classifier le dossier, en fait, c'est des cases à cocher, tout simplement. Alors, ça se voit pas très bien, mais vous allez mettre le nom, le prénom, la date. Est-ce qu'il est déjà en ALD? Est-ce qu'il a déjà été hospitalisé? Et puis après, vous avez effectivement les critères de phénotype. Il a les yeux bleus, il a un ongle incarné, enfin des trucs absolument importants pour l'asthme, bien évidemment. Non, je plaisante. Mais effectivement, vous avez le taux d'éosinophiles à renseigner, le taux d'IgE total, la présence effectivement des comorbidités en case à cocher, tout simplement. Il a une polypose nasosinusienne, il a une dermatite atopique et des petites choses comme ça. D'accord? Donc la RCA, c'est 3 pneumologues, présentiels, virtuels, mixtes. Dans l'idéal, il faut avoir un médecin qui va assurer le rôle de modérateur, c'est-à-dire qui va présenter de manière neutre l'affiche. D'accord? L'intérêt, c'est d'éviter l'émotion, parce que quand vous êtes le pneumologue soignant d'une personne que vous suivez depuis un an et demi, que vous galérez avec cette personne depuis un an, vous l'avez eu 4-5 fois, vous avez forcément un facteur émotif en vous disant « il faut absolument que je fasse quelque chose ». C'est bien que ce soit quelqu'un d'autre qui présente le dossier de manière neutre. Ça permet effectivement de mettre en exergue les manques beaucoup plus facilement. Et effectivement, même du coup, le soignant s'en aperçoit. D'accord ? C'est absolument pas vital. Vous pouvez organiser ça autrement. Mais l'expérience montre qu'effectivement, c'est plutôt quelque chose qui va donner un petit peu de qualité supplémentaire à vos discussions. Et donc après, chaque dossier est discuté. D'accord ? Tout simplement. Et puis après, vous allez aussi éventuellement intégrer les avis complémentaires des autres intervenants s'il y en a à la réunion, ou éventuellement en demander d'autres, parce que des fois, effectivement, la RCA, elle aboutit à mais il faudrait quand même qu'on vérifie. Il a eu des polypes, il en a pas. Non. Ok. Et à la fin de la RCA, à la fin de la fiche, c'est très simple. Il y a 3 questions. Est-ce que c'est un asthme sévère? Oui, non. Est-ce qu'on est tous d'accord sur le fait de le classifier GINA5? Quel est son phénotype? Alors, grosso modo, il y en a 4. Il y a allergique et éosinophilique, allergique non éosinophilique, non allergique et éosinophilique, et non allergique et non éosinophilique. Donc les fameux low T2, pour lesquels maintenant, effectivement, depuis peu, on a effectivement la solution du tezepelumab, des anti-TSLP. Et donc, derrière, ce qui va être aussi important sur la 3e question, c'est est-ce qu'il a d'autres marqueurs de sa maladie inflammatoire T2, la polypose, la dermatite atopique, et éventuellement, vous allez intégrer dans ce dossier le phéno. Alors, je mets un point d'interrogation sur le phéno parce qu'il y a une problématique, effectivement, de la disponibilité de la technique pour des questions, effectivement, de coûts, de non-remboursement, en sachant qu'effectivement, l'intérêt dans le cadre du phénotypage de la RCA du phéno, c'est essentiellement éventuellement juste de rattraper une prescription sur une des biothérapies qui est l'anti-IL4. C'est le seul qui a une indication spécifique par rapport au phéno, me semble-t-il. Et donc voilà, ça reste un appoint. Et l'intérêt, c'est de choisir ensemble le traitement. Alors le deuxième intérêt de choisir ensemble le traitement, c'est que derrière, effectivement, vous repartez avec votre petite fiche à noter que vous allez intégrer dans le dossier. D'accord ? Et puis, vous allez donc derrière prescrire cette biothérapie au tarif absolument astronomique qui fait peur. Et puis, comme finalement vous en prescrivez un petit peu beaucoup, vous vous retrouvez un jour avec un médecin conseil de la Sécu qui est un petit peu alerté par votre truc et qui se dit ouais, alors là, lui, il commence à me coûter cher. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il se met à prescrire des biothérapies à qui mieux. Et puis il va arriver et puis il va dire monsieur, vos biothérapies, vous les avez prescrites à titre indu. Là maintenant, il va falloir les rembourser. D'accord ? Parce que je vous signale que le prescripteur doit rembourser les traitements en indus. D'accord ? L'intérêt, si vous avez pris une décision d'instaurer une biothérapie sur des critères, effectivement, un petit peu limite, parce qu'effectivement, le patient, il était l'OT2, c'était à peine, vous avez mis finalement un anti-IL4 alors qu'il avait 147 éosinophiles au lieu de 150. Parce que le médecin conseil, il en est là. Ok. Vous pourrez lui dire, oui, mais non, mais attendez, c'est pas moi tout seul, c'est nous, le groupe de pneumologues, on a décidé ensemble que c'était le meilleur traitement pour le patient. D'accord ? C'est aussi ça, se couvrir. C'est aussi ça, la RCA. C'est aussi, effectivement, prendre effectivement le fait que la décision ne reporte pas sur une seule et même personne en cas, effectivement, de difficulté que vous pourriez avoir avec les assureurs. D'accord ? One more thing. Merci Steve Jobs pour cette introduction. La prescription initiale des biothérapies est hospitalière. Alors, pour l'instant, ça va changer. Le renouvellement, pas du tout. D'accord ? Hospitalière, ça ne veut pas dire hôpital public. C'est-à-dire que si vous avez une vacation, que vous travaillez dans une clinique, que vous y avez des lits d'hospitalisation, que vous avez un contrat, que vous y faites des endoscopies, vous pouvez prescrire une biothérapie même si vous avez un exercice libéral à 99%. Ça ne pose pas de souci. D'accord ? Il faut juste que vous ayez un contrat avec une clinique. Vous pouvez même d'ailleurs avoir simplement un contrat avec une clinique, même sans y travailler dans la clinique, sans y faire d'actes ou de choses comme ça. Le tout, c'est d'être effectivement
enregistré comme un médecin avec une activité hospitalière, qu'elle soit une clinique privée ou un hôpital. D'accord ? Ces éléments vont probablement changer. Il y a actuellement d'importantes discussions entre la Caisse d'assurance maladie, le Conseil national professionnel de pneumologie, mais aussi les autres conseils nationaux de spécialité. Vous savez qu'il y a beaucoup de traitements à prescription hospitalière initiale en rhumatologie, en dermatologie, des anti-JAK, des anti-TNF, des anti-trucs, etc. Effectivement, tout ça, ça va changer. C'est-à-dire que le principe, c'est que le concept même de prescription hospitalière est en soi une injustice majeure. Vous êtes assistant chef de clinique depuis 4 ans dans le service du professeur Chanez, grand ponte de l'asthme à travers le monde, et toute la journée vous voyez des asthmatiques sévères en hôpital de jour et vous passez vos journées à prescrire des biothérapies. Vous terminez votre assistanat, il n'y a pas de pause de péage, vous dites je vais m'installer à Aix-en-Provence sur le cours Mirabeau, il fait beau, c'est chouette, et puis là vous n'avez plus le droit de prescrire la biothérapie que vous prescriviez la veille même. D'accord ? Donc en soi c'est pas logique. D'accord ? Donc l'idée c'est de passer sur un système effectivement de compétences, de prescription plutôt que de site ou de mode d'activité. Et effectivement, là aussi, les RCA seront, donc les fameuses réunions collégiales seront effectivement des éléments, comme aujourd'hui pour la prescription, par exemple, d'une chimiothérapie. Ça passe par des RCP, donc il y a un diplôme validant initial pour être primo-prescripteur, mais tout ça passe par des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire, qui permettent la prescription de ces produits. Ça sera pareil pour donc les fameuses biothérapies probablement. Donc effectivement, c'est ce que le Conseil national professionnel est en train de défendre aujourd'hui et qui a une très très bonne écoute de la part de la Caisse d'assurance maladie. Donc c'est probablement quelque chose qui devra apparaître 2024 ou 2025 au plus tard. Donc là aussi, ce concept de prescription hospitalière devrait disparaître. D'accord ? Elle doit être faite par un médecin formé. Ça tombe bien, vous êtes pneumologue, allergologue. Vous avez donc ces droits de prescription. Il ne faut pas vous priver. C'est pas réservé au PU, PH, pas du tout. D'accord ? Et puis, les nouvelles modalités de thérapeutiques de ces biothérapies, avec ces fameux stylos auto-injectables qui montrent effectivement que c'est hyper facile, ça se gère très très facilement. Pour avoir une petite expérience depuis un petit peu de nombreuses années maintenant dans la biothérapie, la quantité d'effets secondaires collatéraux se résume à une peau de chagrin. Donc, ce sont des traitements qui sont extrêmement bien tolérés, et y compris sur le long terme avec des effets collatéraux et des interactions médicamenteuses qui sont proches du néant. Donc là aussi, il ne faut pas avoir peur de ces traitements-là. Il faut plus avoir peur du médecin conseil qui vous court derrière plutôt que du traitement en lui-même. Bien, je conclus. L'asthme sévère, c'est un diagnostic de spécialiste, pas forcément d'expert. Je déteste le terme d'asthmologue, c'est un vrai non-sens. D'accord ? Nous sommes des pneumologues, nous savons traiter la maladie asthmatique. D'accord ? L'asthme sévère se diagnostique avec un suivi étroit et prolongé. Et faire des RCA, c'est pas compliqué, il vous faut au moins 3 copains, enfin 2 copains et vous. Et par contre, il faut que vous gardiez ce rôle de chef d'orchestre. On l'a vu qu'il y a des diagnostics différentiels, qu'il y a l'évaluation des comorbidités, etc. C'est à vous effectivement de colliger tout ça, c'est à vous de mettre tout ça effectivement dans la petite fiche que vous allez présenter dans la fiche asthme, tout simplement. Et puis donc prescription hospitalière, ça ne veut pas dire l'hôpital public. Et puis voilà, il faut s'approprier ces nouveaux traitements parce qu'effectivement, ça change les vies. Michel vous l'a montré, d'au moins 35% des malades, ce qui n'est pas négligeable. On aimerait que ce soit 100%. Voilà. Il y a la question effectivement des switches de biothérapie qui peut aussi être sous-tendue par cette histoire de changement de phénotype. Pourquoi pas ? Mais c'est l'occasion justement des RCA de discuter justement de ces switches et pas forcément n'importe quoi, et justement prendre le temps de comprendre pourquoi la biothérapie qui a été instaurée en groupe n'a pas donné le résultat escompté au bout de 6 mois à 1 an. Et effectivement, à ce moment-là, rediscuter le phénotypage initial. Donc c'est aussi cette démarche-là qui est intéressante dans la RCA. D'accord ? Et puis, je vous rappelle que les biothérapies ne sont pas le seul traitement de l'asthme sévère. Dans l'asthme sévère, il faut aussi qu'ils aient de l'activité physique adaptée, qui fait partie de mes autres dada, dont on pourra éventuellement parler dans les questions si vous le souhaitez. Lancez-vous, discutez vos dossiers, faites vos RCA, vous êtes nombreux ce jour, prenez vos coordonnées les uns des autres, faites des zooms, discutez de vos dossiers asthmatiques sévères, c'est probablement comme ça que vous prendrez les meilleures décisions possibles pour eux. Voilà, je vous remercie. Et donc, merci beaucoup. Comme Michel, je suis chaud, je suis sur le grill. Bonjour. Bonjour.
Je viens d'un pays où on n'a pas accès à ces biothérapies, malheureusement, sauf l'omalizumab, et c'est tout récent. Ma première question, est-ce que vous ne pensez pas que le médecin français prescrit plus qu'il n'en faut ces biothérapies? J'ai lu un papier où un tiers des indications sont en fait pas indiquées. On revient à l'asthme difficile et on ne fait pas le tour des choses. Ma deuxième question, je vous ai dit, on n'a pas accès à ces thérapeutiques. Les macrolides au long cours, est-ce qu'ils peuvent trouver une indication comme épargne cortisonique? Et malheureusement, même dans les TH2, quelquefois, avec une charge thérapeutique très importante et des cures répétées de corticoïdes par voie orale, on est dans l'obligation, en impasse thérapeutique, de proposer des choses. Personnellement, j'ai pas de travail, j'ai pas beaucoup de malades, mais le peu de malades que j'ai mis sous macrolide semble s'améliorer. Je peux pas dire plus. Très bien. Alors, je vais déjà te faire une réponse sur les macrolides. Donc, les macrolides font partie des éléments qui sont mentionnés par le GINA, justement, effectivement, dans le stépage 4-5, hein, effectivement. Donc, tu as tout à fait raison de les essayer. Et si, effectivement, ça fonctionne et que, du coup, tu arrives à contrôler la maladie avec ça, oui, effectivement, il faut les garder. Et essayer de les interrompre, voir si tu gardes le contrôle ou pas. Donc il n'y a pas de problématique avec ça. La deuxième problématique, effectivement, tu viens d'un pays où effectivement certaines thérapeutiques sont pas disponibles ou pas encore disponibles, et j'imagine que l'industrie pharmaceutique doit sûrement travailler pour pouvoir arriver à soigner les patients de ton pays. En attendant, effectivement, tu as l'omalizumab. Attention, il ne faut pas mettre l'omalizumab à la poubelle. C'est un traitement qui fonctionne. Il n'y a pas de problème là-dessus. Quand vous avez un phénotype d'asthme sévère, allergique, IgE médié, ça marche extrêmement bien. Ça marche bien dans l'urticaire aussi. Il y a une AMM, pas remboursée, mais il y a une AMM dans l'urticaire chronique. Donc, il ne faut pas dénigrer du tout ce médicament qui garde sa place. C'est pas parce qu'il y en a des nouveaux qu'il faut faire que des nouveaux. Voilà, pour faire un parallèle avec l'oncologie, dans la thérapeutique de première ligne des classes 4, il y a toujours le carboplatine dedans, ça fait 30 ans, voilà. Sauf que c'est maintenant avec l'immunothérapie plus effectivement une deuxième chimio, mais il y a quand même des choses qui ont 40 ans et qui fonctionnent toujours. L'omalizumab fonctionne toujours. Pour répondre un petit peu plus loin sur des trucs comme ça, si tu n'as pas accès aux biothérapies et que tes asthmes ne sont pas contrôlés, tant pis, mais il faut utiliser la corticothérapie orale et en prévenir effectivement les effets dangereux à long terme, et avoir conscience qu'effectivement avec cette corticothérapie orale pour laquelle il va falloir chercher une dose minimale efficace, effectivement il faut avoir conscience qu'on va réduire l'espérance de vie de ce patient juste à cause de ce traitement-là, mais certes avec derrière peut-être pas de crise et peut-être finalement une qualité de vie pertinente. Après effectivement tous les patients n'ont pas tous accès à ce genre de choses-là. Michel parlait tout à l'heure effectivement des déserts médicaux, mais c'est aussi pour ça que je prêche aujourd'hui devant vous sur ce côté: faites vos RCA, faites les choses en localité, et puis si possible déclarez vos RCA quand vous les avez faites un petit peu régulièrement, mentionnez-les à la Fédération française de pneumologie, vous envoyez un petit email: nous sommes les docteurs Intel, nous avons fait une RCA qui se réunit tous les 2 mois, 3 mois, parce que derrière ce sont aussi des éléments qui permettent de défendre la profession quand on va discuter avec la caisse en disant il y a des RCA, oui il y en a en Creuse, il y en a en Rhône-Alpes, il y en a en Auvergne, il y en a en Bretagne, il y en a dans le Sud-Est, il y en a dans le Sud-Ouest, etc. Donc c'est bien effectivement de valoriser effectivement ces éléments-là, d'accord. Et donc pour en revenir effectivement corticoïdes, faute de grive on mange des merles. Merci. Je corrige juste une erreur que j'ai faite là à propos du dupilumab. Là, je viens de vérifier. En fait, il est autorisé depuis 2022 à partir de l'âge de 6 ans. Ouais, d'accord. Donc effectivement, il y a une variation. J'avoue, j'ai un peu de mal à suivre en pédiatrie, mais et il y a une étude en phase 3 à partir de 3 ans même. Bon, enfin voilà. Donc, et autre chose sur le NO, vous avez peut-être reçu la lettre du pneumologue où il y a un dossier spécial sur le phénotypage de l'asthme. Et sur le NO, c'est des choses intéressantes, comme donc l'a dit Mathieu, c'est un marqueur T2 d'une part, mais également que si vous avez un NO très élevé, ça peut être la question d'un patient non observant. S'il est carrément très élevé, on se dit que peut-être la corticothérapie n'est pas suivie, et qu'ensuite un NO élevé, c'est un marqueur de réponse à la corticothérapie inhalée, et si on ne le traite pas, c'est un risque de voir la fonction respiratoire décliner.
Donc le NO a plusieurs utilisations potentiellement intéressantes qui sont répertoriées dans ce numéro spécial de l'aide du pneumologue que je vous invite à lire, est intéressant. Le dossier du remboursement par la caisse d'assurance maladie du NO est à nouveau sur la fiche en phase d'évaluation par la HAS. Bon, c'est la 4e fois qu'on soumet le dossier. On espère que cette fois-ci, ça va passer. Voilà. Mais bon, après, c'est toujours la problématique. Donc, la HAS valide pas la technique. On peut pas aller discuter avec la caisse d'assurance maladie pour que ce soit remboursé. Donc, voilà. Mais c'est en cours. Hein. Les instances de la pneumologie n'oublient pas qu'effectivement, il faut aussi progresser dans la technique et dans le phénotypage. Donc, on espère qu'un jour, vous pourrez acheter votre appareil de phéno et faire des mesures de phéno de manière effectivement beaucoup plus régulière, avec effectivement une cotation pour cette activité. Je t'écoute. Bonjour, j'avais 2 questions naïves. La première, c'était, on est tous un peu convaincus qu'il faut faire un bilan ORL pour nos patients déjà initialement et puis au diagnostic. En fait, on a tous un petit peu aussi un accès un peu difficile à nos confrères ORL de fait de délai. Je voulais vous demander quelle est dans votre pratique l'indication que vous mettez pour un scanner, un Cone-Beam ou un scanner des sinus. Est-ce qu'une fois qu'il est négatif, on peut s'affranchir d'un avis ORL? C'était ma première question. Ma deuxième question, c'était... On est tous un petit peu assez habitués à faire des désensibilisations. On y pense en tout cas pour les acariens, les graminées, le bouleau. Ça, on a un peu l'habitude. Est-ce que vous désensibilisez pour d'autres allergènes, notamment, vous parliez tout à l'heure de l'alternariat, des plates, et quelle est votre expérience dans ces autres désensibilisations un peu marginales? Merci beaucoup. Je réponds à la première, tu réponds à la deuxième? Je réponds à la première et je vais te faire la réponse de la Société française d'ORL qui a donc publié le mois dernier ses recommandations de prise en charge. Alors, ce sont les recommandations des ORL, mais il n'y a a priori aucune indication à réaliser un scanner ou un Cone-Beam dans un contexte de polypose nasosinusienne. D'accord. Le diagnostic de la polypose nasosinusienne se fait uniquement par nasosinuscopie, etc. En fait, ce que tu vas avoir sur un scanner ou sur un Cone-Beam, c'est avant tout de la rhinosinusite chronique et éventuellement, tu vas avoir un sinus ethmoïdal plein, mais tu ne sauras pas de quoi. D'accord. Donc c'est toute la difficulté. Le scanner n'a en réalité d'intérêt que quand tu es dans un contexte potentiellement d'indication chirurgicale, associé effectivement derrière avec l'IRM orbitaire pour savoir jusqu'où ils vont pouvoir gratter le sinus. Mais globalement, effectivement, l'imagerie sinusienne qu'on prescrit finalement assez facilement, hein, moi aussi je plaide coupable, n'est finalement pas si informative que ça, et en sachant qu'effectivement tu as aussi un certain nombre de patients où finalement je me peux envoyer, il avait un peu le nez bouché, puis c'est de la rhinosinusite, je vais l'envoyer quand même chez l'ORL parce que j'ai quand même un peu de mal, et puis finalement il te répond, mal à la nasosinuscopie, moi j'ai une polypose de grade 1, certes, donc elle n'est pas grave, elle n'est pas sévère, mais il a des polypes en haut dans l'ethmoïde. Bon, finalement, ok, du coup je suis content, j'ai trouvé un marqueur T2. Voilà. Donc voilà, et effectivement, pour l'instant, l'ORL est irremplaçable malgré ses délais. D'où l'intérêt là aussi de l'anticiper. Quand on commence à avoir un malade un petit peu difficile, la consultation ORL, il faut l'anticiper de manière précoce plutôt que de se dire en dernier truc, tiens, j'ai oublié l'ORL et se faire mettre 6 mois dans les dents de suivi. Voilà. Pour et la deuxième immunothérapie, donc même élément de réponse que pour le chat finalement. Donc il y a les indications formelles qui sont les acariens et les pollens. Et puis ensuite, il y a des indications inhabituelles qui sont des avis d'experts, on va dire, ou qui sont subordonnés à l'impression que vous en avez. Pour l'alternariat, c'est comme pour le chat, finalement. C'est-à-dire qu'il y a un extrait à 300 IR qui existe chez un des fabricants. Et ce sont des patients qui sont généralement polysensibilisés. C'est rare d'avoir juste alternariat. Si vous avez alternariat et graminé, c'est le plus fréquent comme co-sensibilisation, et que vous avez des symptômes qui durent plus longtemps que ne le voudrait la saison des graminées, je crois que ça vaut la peine d'être essayé. Moi, j'en ai une bonne impression également. Parfait. La session est terminée depuis 5 minutes. Mais moi, je suis là si vous voulez vous poser des questions, mais par contre, elles ne seront pas en public, elles ne seront pas enregistrées, mais il n'y a pas de souci, on peut poser des questions, aucun problème. Et Michel aussi. Merci de votre participation.